tous et merci de nous retrouver en cette fin de semaine sur Monaco Info. Voici le sommaire de cette édition. Nous prendrons la direction de l'Arctique avec le récit des élèves qui ont participé à l'opération 2015 de Students on Ice. Nous nous rendrons ensuite sous le chapiteau de Fontvieille pour la nouvelle édition du festival de jeunes talents du cirque New Generation. Une vente aux enchères était organisée au Yacht Club de Monaco pour venir en aide aux familles népalaises touchées par le séisme d'avril 2015. Nous reviendrons sur la 23e journée de Ligue 1. Monaco se déplace sur la pelouse d'Angers ce samedi. Et nous retrouverons en fin de journal notre invité du week-end. Il s'agit cette semaine du magicien mentaliste William Watt. C'est une opération qui séduit chaque année grand nombre de lycéens de la principauté. Students on Ice offre la possibilité à des jeunes du monde entier de découvrir l'Arctique. Une réunion était organisée au lycée technique et hôtelier de Monaco en présence du prince souverain afin de rendre compte de l'expédition 2015. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Serge Prémont. Ce programme a pour objectif de promouvoir l'éducation pour un développement durable, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco et la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Students on Ice est un projet international qui permet à des jeunes du monde entier de participer à un séjour de sensibilisation dans les régions polaires. C'est très simple, envoyer 2 jeunes élèves de première de Monaco dans une région qui pourrait être totalement inconnue, l'Arctique. De ce fait, on espère qu'ils vont pouvoir revenir, certes avec de belles images, mais surtout en tant qu'ambassadeurs et faire passer le message auprès de leurs camarades, comme quoi il faut protéger la planète. Non seulement il est très important de les motiver sur cette problématique, mais également de les rendre témoins véritablement de ce qu'est le réchauffement climatique. On vit dans un pays, nous avons la chance de vivre dans un pays où la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique est une réalité. Par contre, il y a d'autres régions du monde qui sont nettement plus en danger et faire témoigner nos élèves sur cette fragilité est très important. Le programme a donc permis à 2 lycéens de la principauté de participer à cette aventure. Aujourd'hui, ils racontent leur périple sous forme de journal afin de sensibiliser leurs camarades à la fragilité de l'Arctique. On a pu rencontrer des personnes du monde entier et surtout du nord du Canada, des Inuits. C'est des personnes avec qui on n'a jamais eu de contact avant. Du coup, c'était exceptionnel de ce côté-là. Après, on a vu des choses qu'on n'aurait jamais vues ailleurs, que ce soit les ours polaires, les glaciers, les icebergs. Et voilà, tout était exceptionnel. Tout d'abord, il faut dire qu'on a apprécié le silence déjà là-bas. Parce que les paysages sont beaux, mais avec ce bruit d'air au fond qui coule, ils sont encore plus beaux et on les apprécie encore plus. De plus, il faut dire on a pris des photos aussi, donc on a passé quand même un peu l'expédition avec notre appareil photo derrière notre objectif, pratiquement tout le temps, il faut le dire. Mais les paysages quand même sont fabuleux. L'inscription pour l'édition 2016 est désormais ouverte aux élèves de première. Le concours aura lieu le mercredi 3 février prochain dans les locaux de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Nous restons avec la jeunesse et la jeunesse du cirque, plus précisément. New Generation fête déjà ses 5 ans. Ce festival laisse la place aux jeunes artistes quelques jours après leurs aînés. Ils vont se produire sous le chapiteau de Fontvieille tout au long du week-end. Patricia Navarro et David Bernardi se sont immiscés dans les coulisses à l'occasion des répétitions. Il y a quelques jours encore, les meilleurs artistes de cirque au monde se produisaient sur cette piste. Pour les 40 ans du Festival international du cirque, les clowns d'or des années précédentes étaient de retour dans ce chapiteau, à l'intérieur duquel ils ont obtenu la consécration. Mais ce week-end, ce sont les futurs clowns d'or, d'argent et de bronze qui prendront la relève. La génération montante du cirque va donner 3 spectacles sur la piste des jeunes qui ont bien souvent grandi dans cet univers, à l'image d'Annalise Nock, la fille du célèbre clown américain Bello Nock, ou le jeune René Caselli Jr. Pour d'autres, il s'agira d'une première d'autant plus émouvante pour Nicolas Gelmoni. Ce jeune acrobate revient sur ses terres natales, lui qui a grandi à Monaco. Il s'entraîne depuis de longs mois avec sa partenaire Charlotte O'Sullivan. Nicolas a suivi les cours de 2 prestigieuses écoles du cirque à San Francisco et Montréal, avant de se produire désormais dans le monde entier.
C'est vraiment magique, rien que de revenir. La semaine dernière, avec Charles, on a pu voir le 40e anniversaire. Et moi, ça faisait 7 ans maintenant que j'étais parti pour les écoles et tout, du coup que j'avais pas revu le festival. Donc j'arrêtais pas de lui dire, je lui tenais la main, j'étais comme Charlotte, oh mon Dieu, la semaine prochaine, ça va être nous, ça va être nous. Donc là hier, pareil, d'être pour la première fois d'avoir répété le numéro sur cette scène mythique, c'était magique. Je pense que je ne me rends pas encore compte. Ce soir, ça va nous frapper, je pense, et demain, ça va juste être magique et ça va passer tellement vite. 3 spectacles, ça passe très très vite. Ça fait à peu près 3 ans et demi qu'on travaille ensemble et 1 an et demi qu'on est sortis de l'école. Du coup, 1 an et demi qu'on travaille professionnellement dans les cirques et des comédies musicales. Vous êtes là depuis quelque temps maintenant. Comment vous êtes-vous imprégné de cette ambiance, de cette atmosphère unique à Monaco lors du Festival du cirque? Moi, je me suis toujours fait parler de ce festival. C'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'il y a tellement beaucoup d'artistes, des legends, on peut dire. Et je ne suis jamais venue ici pour voir ce festival. Du coup, le 40e, c'était la première fois que je voyais ça en live. Et c'était fou de savoir, ça va être moi la semaine prochaine, en fin de semaine. Et ça va être nous qui va prendre cette expérience pour la première fois. La relève aussi se trouve du côté des présentateurs. Le jeune Baptiste, qui vit un conte de fées depuis 5 ans, se retrouvera de nouveau dans les habits de Monsieur Loyal. Moi, ça me fait très plaisir parce que c'est le cirque de Monaco et d'être ici, c'est un bonheur. Raconte-nous comment a débuté l'aventure, parce que c'est quand même une belle histoire. En fait, je fais le cirque à Valence, chez moi, et j'ai envoyé une lettre à la princesse. Ils étaient en train de réfléchir aux New Générations, et du coup, ils m'ont pris. Donc depuis, quel est ton rôle depuis toutes ces années? Je suis présentateur, je suis le junior du cirque. Depuis 5 ans, enfin, c'est la relève également au sein de la famille princière et à la tête de ce festival New Generation. Pauline Ducruet, la fille de la princesse Stéphanie, a été à bonne école. Elle ne quitte pas des yeux ses petits protégés qu'elle a suivis tout au long de la semaine lors de leur répétition sous le chapiteau. Je pense que c'est la tradition, mais refaite et revisitée par les jeunes. Chaque année, c'est ce qu'on cherche, du dynamisme, de la jeunesse. Voilà, on cherche justement de la fraîcheur, de la nouveauté. Et les jeunes artistes qu'on a là cette année le font très très bien. Il y a vraiment tous les types d'exercices, donc des acrobates, des aériens, des jongleurs. Et on a aussi évidemment des animaux, ce qui nous tient beaucoup à cœur avec ma maman. Et c'est Pauline Ducruet qui, entourée d'un jury de spécialistes, proclamera dimanche le palmarès de cette édition 2016. Et des juniors de bronze, d'argent et d'or récompenseront les meilleures prestations. Nous vous l'avions présenté il y a quelques jours, la vente aux enchères organisée par l'association des Amis de la Galerie de l'Entrepôt et soutenue par la Manne Mondiale et l'association Namasté s'est déroulée ce jeudi au Yacht Club de Monaco. Elle avait pour objectif de venir en aide aux familles népalaises touchées par le tremblement de terre qui s'est déroulé l'année dernière au Népal. Christine Datomel et David Bernardi nous en disent plus. Il y a un peu moins d'1 an, un séisme de forte magnitude frappait le Népal, faisant 8 000 morts, 16 000 blessés et mettant 160 000 familles à la rue. En mission humanitaire dans le pays lors de cette catastrophe, l'association monégasque Namasté a vécu elle aussi cette tragédie en avril 2015. Depuis, l'association se bat au quotidien pour soutenir les Népalais et les aider à surmonter cette épreuve d'une violence inouïe. Achat ou l'espoir pour le Népal, une vente aux enchères qui a donc réuni une trentaine d'œuvres, toutes offertes par des artistes de renom, des artistes au grand cœur, qui une fois encore ont mis l'art au service de la solidarité. Tous ont répondu présents face à la détresse des Népalais. Il y a quelques années, quand il y a eu Haïti, avec Daniel Boéry, on avait déjà lancé une vente aux enchères pour Haïti. On a remis le couvert, comme on dit, pour les Philippines. Et là, quand il y a eu le drame qui s'est passé au Népal, j'ai dit à Daniel, est-ce qu'on refait? Il m'a dit oui, bien sûr. Donc voilà. En Namasté, en fait, je découvre parce que moi je suis artiste, je ne suis pas forcément associatif. Et j'ai vu le travail qu'ils ont effectué, je me suis renseigné, effectivement, c'est un gros boulot. Un gros boulot, c'est avec le cœur, et ça c'est important. Et là on est là pour reconstruire l'école qu'ils avaient déjà construite et qui a été dévastée par le tremblement de terre. Voilà. Donc c'est d'autant plus important. Déjà très touchés par l'extrême précarité de leur pays, aujourd'hui, vous l'avez compris, les Népalais doivent tout reconstruire. Routes, maisons, villages, écoles,
tout a été détruit lors du séisme. L'argent récolté par la vente aux enchères permettra donc de rebâtir une école dans un village de la région de Katmandou. Ça fait partie un peu de mon ADN, de toujours participer à ces ventes caritatives. C'est quelque chose de tout à fait naturel pour un artiste monégasque de participer à des œuvres caritatives comme ça, surtout avec le malheur qui est arrivé au ce lycée qui avait été construit et qui a été détruit après le tremblement de terre. Et c'est naturel pour nous d'offrir des œuvres comme ça et puis de participer justement à quelque part notre petite pierre à l'édifice à l'humanité. Je trouve que toutes les causes humanitaires sont plus ou moins bonnes, d'autant plus quand elles touchent les enfants. Et donc en fait à chaque fois on est dans la boucle des artistes qui permettons donc peut-être de collecter des fonds pour ça. Et je trouve que c'est beau de se dire qu'on a choisi un métier qui est notre passion et qu'au travers de cette passion-là, on peut peut-être aider des causes qui sont nobles comme celle qu'on défend ce soir. L'ensemble des fonds recueillis lors de cette vente a été remis à l'Amad mondial pour Namasté au profit du Népal. Nous ouvrons une page de sport et de football plus particulièrement avec la 23e journée de Ligue 1. Monaco se déplace sur la pelouse d'Angers ce samedi. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. Invaincu en 2016, Monaco a ajouté la manière au résultat lors du dernier match de Ligue 1 face à Toulouse. 4 buts, du jeu et des promesses pour le reste de la saison. Confirmation attendue dès samedi du côté d'Angers, une des équipes surprises de la première partie de championnat qui connaît un léger coup de moins bien en 2016, 2 défaites en Ligue 1 face à Paris et Nice. Le SCO reste une équipe difficile à jouer, 5e à 5 points de l'ASM au classement. C'est une équipe que, pour moi, joue bien. Joue bien parce que c'est une équipe très équilibrée, c'est une équipe costaud, très forte pour le coup-franc et pour le corner, très forte pour le centre. Une équipe qui fait beaucoup de buts pour le centre, les 2 couloirs. Pour ça, c'est une équipe que j'aime beaucoup. C'est une équipe aussi assez regroupée et vous avez du mal à jouer contre ces équipes assez regroupées. Non, on va jouer comme tous les matchs, respecter beaucoup l'adversaire, mais croire en notre qualité, notre stratégie, notre dynamique, c'est plus important. Avec 11 apparitions en Ligue 1 cette saison au poste de latéral gauche ou milieu gauche, Fabio Coentrão progresse au fil des matchs, 3 buts et 2 passes décisives pour le Portugais, qui se sent de mieux en mieux à Monaco. Je savais qu'en venant à Monaco, je n'allais pas être de suite à 100% physiquement, car je n'avais pas joué beaucoup l'année passée avec le Real. Mais je suis conscient de mes qualités, j'étais certain que dès le moment où je retrouverai mon niveau sur le plan physique, je montrerai mes vraies qualités. Ces derniers mois, ce n'était pas mon vrai visage, ce n'était pas le vrai Coentrão, et je garantis que je serai beaucoup plus performant les 4 prochains mois. L'infirmerie est pleine pour ce déplacement à Angers. 9 joueurs sont déjà forfaits. Parmi eux, Lemar, Traoré et Toulalan. Nabil Dirar pourrait lui réintégrer le groupe. Il est l'heure à présent de rejoindre notre invité du week-end. Je vous propose donc de nous retrouver au théâtre Princesse Grace afin d'accueillir le magicien mentaliste William Watts. Bonjour William, bienvenue sur Monaco Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors c'est la première fois pour vous que vous venez ici en Principauté ? Exactement. Alors on va vous découvrir au théâtre Princesse Grace. Mais là aujourd'hui on va parler avec vous de votre métier de magicien mentaliste. Vous êtes assez surprenant comme personnage parce qu'à l'origine vous aviez quand même un profil assez classique. Vous êtes diplômé de marketing, vous avez exercé pendant 3 ans en tant que commercial, c'est bien ça ? C'est ça. Mais un jour vous avez un déclic et vous lâchez tout. Comment est-ce que ça vient ? J'ai commencé à questionner mon futur et je me suis demandé qu'est-ce qui réellement me conviendrait. Donc pendant un certain temps, et au final au total 2 ans,
je me suis posé vraiment les questions de ce qui était important pour moi, de ce que j'avais envie de faire, de ce que je savais faire et de ce qui ferait que je serais un homme heureux. Donc au bout de 2 ans, j'ai rencontré un magicien. Ça a été le déclic. 2 mois après cette rencontre, j'avais la réponse à 2 ans de questionnement, devenir magicien professionnel. Alors justement, comment est-ce qu'on se démarque des autres magiciens quand on débute comme ça? C'est beaucoup de travail, des heures de travail, dans un premier temps, parce qu'on est là pour apprendre. Il y a des années, voire des siècles de magie derrière qui nous permettent de vraiment avoir des bonnes connaissances de base. La pratique, moi j'ai eu des restaurants pendant longtemps où ça me permettait vraiment d'avoir un public différent régulièrement pour perfectionner mes tours. Et ensuite, pour se démarquer, ça vient un peu plus tard. Moi, ça a été après mes compétitions que j'ai remportées et ça m'a donné plus confiance en moi. J'étais convaincu enfin d'être un bon magicien par les récompenses que j'avais. Et là, j'ai cherché à avoir une identité. Donc, chercher vraiment son style au travers des tours qu'on crée et arriver à transmettre ça au public. Il semblerait que ça plaise et après, les choses se font un peu naturellement. Et justement, comment est-ce que vous pourriez définir votre style à vous? Si j'étais une musique, j'aurais du jazz. C'est assez... ouais, il y a beaucoup de séduction, parce que c'est dans ma nature, mais c'est une séduction vraiment de vouloir vraiment transmettre quelque chose aux gens, de leur partager quelque chose. J'ai envie qu'ils repartent avec le cadeau que je leur offre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez facile à anticiper, entre guillemets, parce que quand on se lève le matin et qu'on va se coucher le soir, on a à peu près tout planifié dans la journée. Un magicien vient un petit peu chambouler ça avec des choses inattendues, et je crois qu'on en a besoin. Et vous, c'est important pour vous, la relation avec le public, d'échanger constamment pendant vos spectacles? Oui, c'est essentiel. Ouais. C'est-à-dire que il y a une proximité, une intimité, une interaction avec eux, notamment dans les disciplines avec lesquelles j'ai commencé, le close-up. On est tellement près de ce public qu'il n'y a pas de filet, il est là à côté, il peut interagir et intervenir à n'importe quel moment. Du coup, ça devient vraiment un échange. Et à ce moment-là, l'échange devient presque plus important que la magie elle-même. Et du coup, la magie vient donner un plus qui crée en fait réellement une rencontre. Et de cette rencontre-là, il sort quelque chose. Et le but, c'est que ce soit quelque chose de positif et d'agréable pour chacun. Alors, vous avez également le titre de Doctor of Magic, oui, obtenu aux États-Unis, oui, parce que vous faites vos spectacles en plusieurs langues, vous êtes trilingue. Exactement. En fait, j'ai fait ma première compétition en 2011, c'était la Coupe de France que j'ai remportée, suivi du championnat de France en 2012, et je suis devenu vice-champion d'Europe en 2012 également. Lors du championnat de France, j'ai également eu un prix qui me permettait d'intégrer les 250 meilleurs magiciens close-up du monde. Et on se réunit désormais une fois par an à Buffalo, dans l'État de New York. Et les 3 premières années sont 3 années dans lesquelles on est un peu mis à l'épreuve. Donc j'ai eu successivement la première année le bachelor, ensuite le master et enfin le Doctor of Magic, 3e et dernier diplôme de ce cercle fermé. Ouais. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les épreuves qu'on vous donne? Alors en fait, c'est un contexte très particulier, c'est très familial en réalité. Chaque personne qui intègre ce cercle n'intègre que sur invitation. Autrement dit, on vous accueille avec l'estime du fait que si tu es là, c'est que tu l'as mérité. Donc c'est vraiment déjà un accueil unique en son genre dans le milieu. Et ensuite, naturellement, tous ont gagné des compétitions. Donc la première année, on va présenter ce tour avec lequel on a pu remporter ce prix. Et les années suivantes, ça va vraiment être aussi bien dans la philosophie de la magie, c'est-à-dire la qualité d'échange, la qualité de réflexion, la qualité d'interaction avec les autres également, parce qu'on n'est pas en compétition là-bas, c'est vraiment un contexte singulier. On est vraiment tous ensemble, soudés. Et la convention commence bien souvent un mardi, on arrive souvent en avance, et souvent dès les jours d'avance, les échanges commencent avec vraiment une grande simplicité et
Et voilà, tous ces paramètres-là rentrent en ligne de compte, en sachant qu'on a différents profils. Il y a des professionnels en close-up, il y a des professionnels de scène, il y a toutes les générations, avec ses avantages, ses inconvénients. Les jeunes fougueux qui arrivent avec un style un peu flash, électrique, très dynamique, mais également la sagesse des anciens qui nous aident à nous perfectionner par leurs expériences également et leur vécu. Et alors vous avez un maître justement dans le domaine ? Oui, j'ai été élève de Bernard Billis. Donc c'est le magicien qui se produit depuis plus de 25 ans à la télévision française et qui est dans le grand cabaret de Sébastien. Il m'a donné mes cours de magie pendant 2 ans, dès le début de ma décision de devenir magicien professionnel. Et depuis, toujours encore, c'est comme une sorte de deuxième papa qui suit ma carrière, me conseille et en tout cas est toujours présent encore aujourd'hui. Très bien. Peut-être on a suffisamment parlé de théorie, on va essayer de passer à la pratique. Okay. Je ne peux pas vous laisser repartir sans nous faire un petit tour. Avec Qu'est-ce plaisir. que vous nous proposez ? Écoutez, en fait aujourd'hui les gens sont tous stupéfaits quand on parle de transmission de pensée, de lecture de pensée, de mentalisme. Voilà. Et moi, je suis intimement convaincu qu'on a tous ces capacités-là. Il suffirait juste de s'y entraîner. D'ailleurs, on le vit naturellement dans la vie. On le vit dans une situation où on pense à quelqu'un et cette personne vous appelle. Sauf que c'est tellement simple et qu'aujourd'hui, on n'y fait plus vraiment attention. Alors ça s'entraîne. On peut s'entraîner plutôt à ça, avec différents supports. Alors je me souviens que moi, je me suis entraîné avec des pendules. Vous retournez des cartes, vous cherchez la carte rouge parmi les 3 cartes. Et si vous entraînez assez, vous arrivez à développer ce 3e sens. Et là, en fait, j'ai des symboles. Et ces symboles ont une particularité. Ils sont nés dans les années 30. Le professeur Rhin, aux États-Unis, c'est un professeur qui a cherché à mettre en lumière et à faire des analyses scientifiques sur la capacité de perception extrasensorielle, d'où les cartes ESP, et en français PES, perception extrasensorielle. Il a pris ces symboles et il avait un jeu complet avec ces 5 symboles-là, 25 cartes au total, et chacune, les unes après les autres, il les retournait, et le sujet qu'il voulait examiner était dans une autre pièce et entendait juste quelle carte ai-je retournée là. Et ensuite, il tenait une statistique sur ça. L'idée, ce serait de vous les confier. Oui. Très bien. Et vous allez... alors, vous pouvez les regarder, hein, bien entendu. Vous allez en choisir une. Vous placez toutes les autres dans votre dos et vous allez garder celle que vous avez choisie entre les mains comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous me dites, je me retourne vers vous. Donc là, je ne vous les montre pas d'abord. Ah non, non, non. Vous en choisissez une, vous mettez les 4 autres dans votre dos et vous gardez vos 2 mains devant vous comme ça. C'est bon. C'est bon ? Très bien. Alors, en réalité, je n'ai pas de grands dons, mais j'ai appris une chose un jour, c'est qu'il paraît que si on regarde quelqu'un pendant 5 minutes, dans ses yeux, on peut voir son âme. Bon, on va s'arrêter au symbole juste là. Alors, pensez à ce symbole. Une seule question. Est-ce que ce symbole, vous l'avez choisi au hasard ou est-ce que vous l'avez pris volontairement ? Volontairement. Volontairement. Donc peut-être qu'il a du sens pour vous, en ce moment présent. Vous savez, j'ai peut-être une idée. Je pense que ce symbole, en réalité, vous pourriez même le dessiner dans un joli dessin. Ce dessin, il y aurait beaucoup de bruit dedans. Il y aurait d'ailleurs beaucoup de lumière également. Je pense aussi qu'on entend des enfants et je vois de l'eau. En fait, je vois les vagues en réalité. C'est bien ça ? C'est le symbole des vagues que vous avez choisi ? On va voir. Félicitations. Voilà, une petite expérience que j'aime partager avec les gens sur effectivement une vraie expérience qui a eu lieu dans les années 30 et ces symboles-là. Félicitations, c'est un beau succès. Merci en tout cas de nous avoir répondu à cette invitation. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Ce journal est à présent terminé et je vous propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours et je vous souhaite un agréable week-end sur Monaco Info. Samedi, temps sec et ensoleillé, le vent se lèvera dans l'après-midi. Il fera 11 degrés dans la matinée jusqu'à 17 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, la journée sera largement ensoleillée avec toutefois le passage de quelques nuages. Les températures resteront supérieures au normal de saison. Lundi, ciel clair pour ce début de mois de février, les températures oscilleront entre 12 et 16 degrés.
Et finalement mardi, le temps sera plus voilé que les jours précédents. Les températures resteront clémentes avec 11 degrés au lever du jour et 15 degrés dans l'après-midi.